Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. Et les voix de l'emploi en ce mardi soir, 19h27, bienvenue. Deux vraies voix qui n'ont pas leur langue dans leur poche. C'est pour ça qu'on les a invités ce soir. Luc Éric Krief, ravi de vous revoir, mon cher Luc Éric. Je vous avais mis une belle chemise fleurie. Voilà. Et c'est réciproque, Philippe, voilà. Je suis très heureux. Vêtements de printemps alors qu'on est en automne, vous avez raison. Vous avez bien fait, ça ramène un petit peu de chaleur. Entrepreneur, administrateur du MEDEF Île-de-France et puis Emmanuel Lafont, fondateur du cabinet de conseil Sparte RH. Bonsoir, mon cher Emmanuel Lafont, bienvenue à vous deux. Je vous propose tout de suite d'entrer dans le vif du sujet. Le président de la République qui a détaillé en milieu de journée un plan d'investissement massif, 30 milliards d'euros pour éviter le déclassement économique du pays, 30 milliards d'euros investis dans plusieurs domaines, le numérique, l'industrie verte, la biotechnologie, l'espace ou encore la santé. Emmanuel Macron qui a présenté son plan devant des étudiants, des chefs d'entreprise, et je vous propose d'écouter tout de suite ce qu'a déclaré le chef de l'État, une petite phrase, vous allez voir, qui a fait beaucoup parler cet après-midi. Quand on se compare, nous sommes un pays qui travaille moins que les autres en quantité, ça reste vrai. Et donc nous avons une quantité de travail allouée qui n'est pas au bon niveau, à la fois dans le cycle de vie en horaire cumulé. Et au fond, on a une force qui est notre modèle social et éducatif, mais on a une faiblesse, c'est qu'on n'a plus le modèle productif qui permet de le financer. Les Français travaillent moins que leurs voisins européens. Les Français ne travaillent pas assez. Est-ce que vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron? Est-ce qu'il a raison? 0826 300 300. Vous pouvez nous appeler, c'est le numéro du standard de Sud Radio pour réagir. Et puis, évidemment, vous votez sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio. On fera dans quelques instants un point sur vos votes, sur le sondage 0826 300 300 pour en débattre avec nous. J'aimerais avoir votre réaction, Emmanuel Lafont. Les Français ne travaillent pas assez. Moi j'ai envie d'y répondre, ouais, mais t'es gentil, la faute à qui? Parce que l'air de rien, Emmanuel Macron, il a été ministre de quelqu'un qui était donc du Parti Socialiste. On paye quand même tous les mois, nous, les entrepreneurs, quand on est salariés, même pour nous, des charges qu'on appelle l'URSSAF. C'est 50% du coût d'un salarié aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je donne 100 euros à un salarié, je file 100 euros à l'État. C'est pour ça que le terme URSSAF est bien trouvé. Et je suis pas d'accord. Moi, aujourd'hui, le problème, c'est le coût du travail. Et deuxièmement, quand même, depuis 20 ans, 30 ans, on assiste quand même à une destruction systématique de l'industrie en France. Aujourd'hui, le tissu industriel français, il n'est pas en bon état. Et s'il n'est pas en bon état, c'est pas de la faute des entrepreneurs, parce qu'il y a une vraie volonté d'entreprendre en France aujourd'hui. Le problème, c'est quoi? C'est des charges sur le travail qui rendent du coup nos prix de production totalement nuls face à la concurrence mondiale. Donc du coup, on ne peut pas embaucher donc de salariés. Alors sur la réindustrialisation, il veut réindustrialiser Emmanuel Macron, c'est pour ça qu'il injecte 30 milliards d'euros. Vous êtes d'accord avec Emmanuel Lafont? Faute à qui? C'est la faute à qui? Alors, je dirais que c'est la faute au système politique, globalement, qui n'a pas su s'adapter. Voilà, on a une réelle politique qui est complètement décalée par rapport à ce que les industriels, à ce que les entrepreneurs attendent. Ça fait des années que les entrepreneurs rouspètent par rapport au niveau des charges, des impôts de production. On a accru les impôts de production jusqu'à asphyxier les sociétés industrielles. Et on le voit bien si on fait un comparatif assez simple entre l'Allemagne, qu'on prend souvent en exemple, avec la France. En Allemagne, l'industrie, c'est 28% du PIB. En France, on est à moins de 10% aujourd'hui. Voilà. Donc, il n'y a pas photo. On voit bien que réindustrialiser le pays, ça va être peut-être un vœu pieux, parce que on part de très loin, on part de très bas, et la compétitivité des entreprises industrielles, aujourd'hui françaises, au monde, elle est déplorable. On n'arrive pas à vendre nos produits. On a beau être innovant, imaginatif, créatif, on a beau effectivement bouger, les entrepreneurs industriels sortent des produits qui sont bien appréciés au niveau mondial, mais on n'arrive pas à les vendre. On n'arrive pas à les vendre. Pourquoi? Parce qu'on est trop cher. Donc, mettre 30 milliards, moi je dis bravo, et j'en suis le premier content, puisque moi-même j'interviens dans les énergies renouvelables, donc je dis bravo, j'applaudis dès demain. Mais est-ce que c'est le véritable sujet? Est-ce qu'il faut... Il fait quoi? Il met un pansement, Emmanuel Macron, avec ses 30 milliards? Je pense que c'est à mon avis de la démagogie pure et simple, c'est de dire aujourd'hui, on a ouvert le quoi qu'il en coûte, on voit bien qu'à un moment donné, il y a un risque, il va falloir le rembourser, le quoi qu'il en coûte, c'est un coût, d'accord? Il va falloir que quelqu'un les paye. Et qui on va ponctionner? Comme d'habitude, les entreprises au premier chef. Ça devient une habitude en France. On a l'impression que tous les entrepreneurs, c'est la vache à lait pour alimenter les déficits publics. Voilà. On a un truc qui va pas, on crée un impôt nouveau. Hollande a été extraordinaire. Ça a été le plus imaginatif en termes d'impôts de production et en termes d'impôts en tout genre. On est dans ce cas de figure en France. On ne sait pas gérer les budgets en réduisant les dépenses. On gère les budgets en accroissant les recettes. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, on a tout compris.
Et c'est pas la première fois d'ailleurs qu'Emmanuel Macron explique que les Français ne travaillent pas assez. Il l'avait dit, le chef de l'État, en clôture du grand débat national en 2019. Tiens, juste avant de donner la parole, Emmanuel Lafont, on a fait des petites recherches quand même, évidemment. Alors, en temps hebdomadaire, les salariés français ne travaillent pas moins que leurs voisins européens. En revanche, sur l'année, c'est vrai, ce que dit le chef de l'État. En 2020, la France était classée 37e sur 38 pays avec 1320 heures de travail annuel pour les salariés. Il y avait que l'Allemagne qui était derrière nous, 1284 heures. Alors, on peut dire qu'on a trop de congés en France, 5 semaines de congés payés, c'est faux parce que par rapport à tous nos voisins européens, c'est à peu près, on est à peu près sur 5 semaines, c'est assez harmonisé. En revanche, c'est à cause des RTT, voilà, avec la loi sur les 35 heures il y a une quinzaine d'années et les RTT, c'est peut-être pour ça qu'annuellement, on travaille moins en tout cas que les autres pays d'Europe, Emmanuel Lafont. Oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est-à-dire qu'on va dire aux gens, c'est bon, vous il n'a pas tout à fait raison, mais il n'a pas tout à fait tort. Si on part du principe qu'il a à peu près raison, ouais. Voilà, en même temps. Et en même temps, si bien, imaginons qu'il ait raison. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant les gens, on va les faire bosser 39 heures au lieu de 35. Sauf que du coup, on va se retrouver avec plus de gens dans l'entreprise, 4 heures par personne, par semaine. Donc ça veut dire. Et on fait comment? C'est l'entreprise qui du coup va se retrouver avec une surcharge, donc on va peut-être devoir licencier parce qu'on va se retrouver avec trop de monde en entreprise. Ça tombe bien, en France, il n'y a pas de chômeurs, on sait tous, tout va bien. Il n'y a pas 4 millions de personnes qui sont tombées dans la précarité, en plus sur la période du Covid. C'est n'importe quoi. Encore une fois, dire les gens, je vais vous remettre au travail, donne-nous du travail. Et pour ça, c'est simple. Fluidifie l'emploi. Le problème que l'on a en France, c'est que l'on a une armada d'aides dans tous les sens, que ce soit pour le recrutement, l'accompagnement du dirigeant, etc., etc. Ça devient une profession à part entière d'aller chercher des subventions, des aides. Si vous prenez la BPI, la liste des aides qui existent, c'est juste incroyable. Et c'est la boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dirigeants qui ne prennent même plus le temps d'aller voir les aides qui existent. Pourtant, il y a des aides. Qu'est-ce qu'il va faire, Emmanuel Macron? Il va recréer une aide en plus en disant « Coucou, j'ai relancé l'économie ». Ça marchera pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment avoir des actes forts. Et un acte fort, par exemple, c'est de baisser les charges sociales et libérer la capacité des dirigeants à embaucher sereinement. Et ça, c'est pas le cas aujourd'hui, c'est clair. Ça, c'est étonnant parce que on le sait, tout le monde le dit, à gauche comme à droite, patron, salarié, tout le monde pointe du doigt ces fameuses charges sociales. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi aucun gouvernement n'a voulu les baisser, Luc-Éric Krief? Alors, je ne sais pas pourquoi aucun gouvernement n'a voulu les baisser. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que personne n'a eu le courage, à un moment donné, de prendre le taureau par les cornes. Pour faire une image simple, je pense que s'il y avait eu un homme politique qui était capable de regarder la problématique telle qu'elle est aujourd'hui et de l'affronter pour pouvoir prendre les mesures adaptées, je crois que... Parce que si on baisse les charges sociales, ça fait de l'argent en moins dans la caisse pendant quelques temps. Non, mais c'est pas ça. Je crois qu'on a aujourd'hui, à mon avis, un pouvoir... Le temps que ça marche, non? Je crois, Philippe, à mon avis, on a un contre-pouvoir qui est au niveau des syndicats, qui représente globalement que 10 à 12% des salariés aujourd'hui en France, qui est un véritable frein. Je pense que si les syndicats étaient plus des partenaires que des opposants systématiques à toutes les réformes, on aurait en France une industrie et une économie qui pourraient bien fonctionner. Le problème, c'est qu'on a 12% des gens qui représentent l'ensemble du monde salarial qui s'opposent systématiquement à des réformes profondes et nécessaires. Voilà. Donc, tant qu'on n'aura pas un président et un gouvernement qui soient capables de s'opposer aux syndicats pour dire voilà comment est-ce que ça doit fonctionner et voilà ce qu'on va en tirer, on ne pourra rien faire. En France, réformer est compliqué parce qu'on a une minorité qui bloque les réformes. Voilà. Ça, c'est vrai. Et alors, l'élection présidentielle, c'est dans 7 mois. On connaît à peu près les candidats, on connaît à peu près leur programme. On est reparti, Emmanuel Lafont, pour 5 ans sans rien faire, j'ai envie de dire, sans réformer. Je parle du travail, des charges sociales. C'est reparti pour un tour. Le problème des charges sociales, 2022-2027. Ils sont tous d'accord pour dire que c'est trop élevé, mais quand ils seront au pouvoir, ils seront tous d'accord pour pas les baisser. Le truc qu'ils veulent pas accepter, c'est qu'aujourd'hui, entretenir quelqu'un dans la précarité, ça coûte cher. Alors que s'il était recruté et qu'il était salarié dans une boîte, il rapporterait de l'argent. Il rapporterait de l'argent et en charges sociales et en impôts sur les bénéfices et en TVA et un consommateur. Il faut arrêter. Et en plus, c'est un consommateur qui va vraiment rapporter de l'argent. Remettre la France au travail, c'est pas dire aux gens vous bossez pas assez ou traverser la rue pour trouver du boulot, n'importe quoi. C'est baisser les charges sociales et aider au recrutement, mais sérieux, aider les coûts. En plus, c'est un économiste, donc les coûts de production doivent être baissés et c'est les coûts humains qu'il faut pouvoir baisser et c'est pas au détriment des salaires. Or, aujourd'hui, au niveau des charges sociales, on a une paupérisation, donc on favorise le fait de payer moins cher puisqu'on a moins de charges sur les bas salaires. C'est n'importe quoi. Il faudrait au contraire dire aux gens, mais non, mais venez bosser, payez plus vos salariés, vous aurez du coup une vraie fidélité de vos salariés puisque c'est un moyen de reconnaissance comme un autre. Et en plus,
vous aurez des salariés heureux, stables, et vous pourrez faire du business. Ouais. Les Français travaillent moins que leurs voisins, c'est ce qu'a déclaré aujourd'hui Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a raison? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio et vous nous appelez 0826 300 300. Cassim est avec nous, pardon, excusez-moi. Cassim, vous êtes là? Vous nous appelez de Paris? Oui, c'est Cassim et Ah, Sabrina. c'est Madame Cassim. Non, c'est Cassim et Sabrina. Bonsoir Sabrina. Alors, qui veut réagir? Cassim ou Sabrina? Ou les deux peut-être? On va commencer par vous, Sabrina. Bon. Les deux, on va réagir Très bien. deux. Vous nous appelez de Paris, Sabrina, vous êtes chef d'entreprise, c'est ça? Tout à fait dans le domaine de la beauté. Très bien. Mon mari me soutient. Et aujourd'hui, on a 17 salariés. Et donc, ce qui est une petite et moyenne entreprise, mais qui commence à grandir. Et on a une grosse problématique, c'est le recrutement depuis le Covid. C'est une vraie catastrophe. Aujourd'hui, j'ai des salariés qui se sont arrêtés après le confinement, qui ont pris goût en fait. Elles ont perdu 100 € de leur salaire en restant chez elles. Moi, j'ai un métier où on peut faire ça à domicile. Donc, elles ont pris les techniques et elles font ça à domicile parce que je le sais. Et aujourd'hui, en fait, nous, on est lésés. D'accord, donc elles se sont mis en fait à leur propre compte, c'est ça hein? À leur propre compte, oui et non. Oui. Et puis aujourd'hui, on a une vraie problématique de recrutement, on a une vraie problématique de... on a des acquis sociaux aujourd'hui, pourquoi aller travailler? Oui. Alors, on va faire réagir Emmanuel Lafont et Luc-Éric Krief. On l'entend beaucoup, hein, ce genre de déclaration. Bon, c'est vrai que certaines personnes s'en sortent mieux avec toutes les aides, les APL, le logement, les aides sociales de l'État. Ça leur... Voilà, elles trouvent leur compte plutôt que d'aller travailler quand elles mettent ça dans la balance. Bon, bah, c'est vrai, hein, Luc-Éric Krief, Emmanuel Lafont. On en connaît, c'est vrai. Ouais, ça dérange pas. Alors, Luc-Éric Krief, c'est vrai. Non, mais je pense qu'il ne faut pas caricaturer, Philippe. Voilà, il ne faut pas qu'on tombe dans la caricature excessive. Il y a effectivement aujourd'hui, quand on gagne 1400 €, le niveau du SMIC, c'est vrai qu'on a droit à un certain nombre d'aides. Et quand on est à domicile, c'est des frais en moins, puisqu'il n'y a pas à se déplacer, il n'y a pas le transport, il n'y a pas la nourriture, etc. On s'organise, donc on gagne un peu mieux la vie. La véritable problématique aujourd'hui, c'est les gens n'ont plus envie de travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est chef d'entreprise, qu'on veut recruter, on a affaire à des gens qui ne veulent plus travailler, qui ne veulent plus se déplacer, qui n'ont plus le goût de l'effort. Et je crois qu'il faut qu'on redonne effectivement ce goût de l'effort. Jeunes, moins jeunes, ça concerne tout le monde. Globalement, aujourd'hui, voilà, on est confronté malheureusement à une sorte de paradigme qui est devenu bouleversé. C'est on n'a pas envie de s'emmerder à venir travailler, aller voir un employeur. On n'accepte plus l'autorité, on n'accepte plus le commandement pour faire des tâches. Voilà, donc il y a une remise en question de la manière de travailler. Je vais juste donner une petite chose. Moi, j'étais aux États-Unis au mois de juin. Ils ont été victimes du Covid. J'étais à New York. New York était littéralement sinistré, des hôtels fermés, la paupérisation, les SDF dans la rue, etc. Je n'ai jamais vu ça. Et pourtant, les gens y retournaient travailler. Ils avaient tous envie de bosser et de se surpasser. On n'a pas ça en France. Il faut vraiment qu'on change cette mentalité parce qu'il y a du travail. Il y a des entreprises aujourd'hui qui ont des marchés. Alors qu'aux États-Unis, il y a beaucoup moins d'aides. Il n'y avait pas le chômage partiel, par exemple. Alors, donc si on s'arrête de travailler, on ne bouffe pas aux États-Unis. Il y a eu Trump a quand même aidé. Ils ont aidé des familles. Il y a eu, je crois, c'est 2000 milliards de dollars qui ont été investis effectivement pour aider les familles, pour supporter un petit peu l'économie. Mais ceci étant, c'est beaucoup plus éphémère, beaucoup plus précaire et la mentalité est totalement différente. Il y a plusieurs choses en France qui sont pénalisantes. C'est l'envie de travailler. 2, la possibilité de bouger d'une région à l'autre. Vous avez des gens qui refusent de déménager alors que l'emploi, il existe dans d'autres régions. S'il y a des régions qui sont plus dynamiques, pourquoi est-ce qu'on ne facilite pas et on n'aide pas à ce moment-là au déplacement? Je pense que ça, c'est important. Il faut qu'on accompagne le conjoint, il faut qu'on accompagne les enfants pour pouvoir faciliter la mobilité des personnes qui sont employables. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas ce goût de l'effort et on n'a pas cette volonté de bouger. Voilà. Vous l'avez constaté, vous, Emmanuel Lafont, fondateur du cabinet de conseil Sparteh, ce que dit Sabrina, de nombreux chefs d'entreprise qui ont de plus en plus de mal à recruter. Alors, Sabrina, j'ai 2 choses pour te répondre. La première, c'est qu'en fait, on connaît ça, nous, au travers de l'accompagnement des dirigeants qu'on fait. C'est l'effet contrat de sécurisation professionnelle, CSP, où quand tu fais un licenciement économique, on propose naturellement aux salariés pendant 1 an de toucher plus que
leur salaire net, en fait. Pendant un an, pour les aider à retrouver du boulot, on les aide à toucher plus que leur salaire net pendant un an. C'est énorme. Sauf que tu as deux catégories. D'un côté, il y a ceux qui disent super, je vais en profiter pour rebondir, retrouver du boulot ou monter ma propre entreprise. Et il y a ceux qui en profitent, malheureusement, et se font piéger par le système. Et j'ai envie de dire à tous ceux qui aujourd'hui se disent super, je vais encore en profiter un petit peu. Faites attention, c'est très piégeux et demain, vous aurez des lendemains qui déchantent. Voilà, ça c'est sûr et certain. Et deuxièmement, vis-à-vis des employeurs, j'ai envie de leur dire, vous savez, le management, c'est pas un monolithe, c'est quelque chose qui évolue, c'est protéiforme. Et aujourd'hui, le discours à la mode, c'est ce qu'on appelle la marque employeur. Et aujourd'hui, si vous avez des gens qui ne veulent pas venir bosser dans vos boîtes, c'est peut-être parce que vous les faites pas rêver. Alors je sais que c'est pas rêver. Il y a des moments où il faut vraiment avoir envie de rêver face à tout ce qu'on connaît. On va pas revenir encore une fois sur les charges sociales, etc. Mais il faut vendre du rêve à vos collaborateurs. Et le salaire, c'est juste un élément de motivation. Et donc, du coup, il faut leur dire, il faut leur faire rêver. Et là, vous me disiez que vous aviez des salariés qui restaient chez elles pour pouvoir bosser en parallèle, etc. Eh ben, proposez-leur de monter leur boîte, proposez-leur de monter des franchises, proposez-leur de prendre des parts dans la boîte et faites-les revenir au boulot. Voilà, Sabrina, vous avez entendu, vendez-leur du rêve, Sabrina. Voilà. Enfin, leur vendre du rêve, on leur vend. Enfin, moi, je propose aujourd'hui à mes employés de travailler 30 heures et être payé 35, donc je leur offre 5 heures. Je prends en charge 60% des tickets restaurants. J'ai une prévoyance, une super mutuelle. Honnêtement, il y a une cuisine. Je leur ai fait toute une cuisine équipée, etc., pour qu'elles puissent déjeuner. Et dans tous les placards, j'ai mis à disposition pour celles qui ne peuvent pas s'alimenter parce que les fins de mois sont difficiles et qu'elles ont utilisé tout leur ticket resto. Il y a toujours des denrées comme des pâtes, du thon, etc. Où elles peuvent quand même. Moi, je suis une chef d'entreprise qui, à la base, je me suis construite vraiment toute seule, et j'ai ramé. Et aujourd'hui, en fait, dans le secteur de la beauté, on pense que sans diplôme, une fois qu'on a des compétences, etc., on peut se lancer seul. Et ce qu'il y a, c'est que on peut aussi éventuellement prendre la clientèle de sa patronne et d'aller faire ça à domicile un peu moins cher au black. Donc elles se mettent en arrêt maladie et elles font ça comme ça et elles demandent ensuite des ruptures conventionnelles. Très honnêtement, aujourd'hui, moi, je suis à la gorge. Je crée de l'emploi. Mon business fonctionne, etc. Et aujourd'hui, on a des personnalités qui, honnêtement, je ne comprends absolument pas. Moi, je n'ai jamais fait d'arrêt maladie de ma vie, à part pour aller accoucher. Et aujourd'hui, pour le petit exemple, après 6 mois de fermeture, donc 3 fois 2 mois de fermeture, la dernière fermeture, moi j'étais enceinte jusqu'aux dents, j'ai accouché au mois de mai et je suis repartie travailler 2 semaines après la réouverture, après 2 mois de fermeture, où on m'a posé 4 arrêts maladie. C'est pas que je... En plus, honnêtement, moi je suis un chef d'entreprise qui, à la base, ne voulait pas forcément être chef d'entreprise. J'étais passionnée par mon métier et je voulais vraiment donner la chance à toutes ces personnes qui voulaient apprendre un métier. Et aujourd'hui, je me retrouve à avoir formé des concurrentes, mais pas non seulement des concurrentes, des personnes qui veulent se lancer, mais gagner plus d'argent sans rien. Enfin, honnêtement, moi, seule, je gagnais beaucoup mieux ma vie. Aujourd'hui, j'ai 17 salariés. Tous les matins, je me réveille avec une boule à l'estomac en me disant qu'il va me faire un arrêt. Et puisqu'on parle d'arrêt maladie, il y a eu un taux d'absentéisme record dans les entreprises. L'année 2020, évidemment, le Covid est passé par là. Merci à vous, Sabrina. Mais ça a toujours bon dos. Le Covid a toujours bon dos. C'est vrai. On vous souhaite bon courage. Merci ma chère Sabrina. On vous souhaite bon courage. Score final sur les réseaux sociaux. On vous posait cette question. Les Français ne travaillent pas assez selon Emmanuel Macron. Le chef de l'État a-t-il raison? Vous êtes 78%, voilà, 78% à nous dire non. Merci encore à Sabrina et à Cassim au 0826 300 300. Dans un instant, nous allons revenir sur le baromètre annuel publié hier par le MEDEF, l'égalité homme-femme. Toujours priorité des salariés même de plus en plus exigeants. On en parle dans un instant avec une chef d'entreprise, elle s'appelle Céline Romain, et puis toujours Luc-Éric Rief et Emmanuel Lafont qui restent avec nous. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi.
Bienvenue à vous, vous écoutez les Voix de l'Emploi sur Sud Radio. Ce soir, c'est avec Luc-Éric Krief, entrepreneur, administrateur du MEDEF Île-de-France. Emmanuel Lafont avec nous, fondateur du cabinet de conseil Sparte RH. L'égalité homme-femme, toujours priorité des salariés en matière de diversité, selon la 10e édition du baromètre annuel publié hier par le MEDEF. Alors dans le détail, quelques chiffres. 47% des salariés qui jugent donc l'égalité entre les femmes et les hommes comme l'un des sujets prioritaires en entreprise, 15% la place même en tête. D'autres préoccupations montent ces dernières années et c'est ce baromètre qui nous l'apprend. Des préoccupations comme l'âge par exemple, l'apparence physique ou encore le niveau de diplôme. Bonsoir Céline Romain. Bonsoir. Bonsoir à vous, ravi de vous accueillir, chef d'entreprise. Vous dirigez une société de portage salarial. Je vous présente ceux qui m'accompagnent ce soir. Emmanuel Lafont, Luc-Éric Krief. Combien de personnes travaillent pour vous, Céline Romain ? Alors aujourd'hui, on a une équipe administrative de 5-6 personnes et puis on accompagne, moi, sur mon agence, 48 consultants et consultantes pour développer leur activité, puisque donc c'est le principe même du portage salarial de permettre de développer sa propre activité en toute sécurité. Ouais. Alors l'égalité homme-femme en entreprise, priorité d'une majorité de salariés, c'est une bonne nouvelle, Céline Romain, les mentalités changent ? C'est une très bonne nouvelle parce qu'effectivement, moi j'ai tout à fait conscience que j'aurais pas eu la même carrière si j'avais eu autre chose entre les jambes et que effectivement on n'a quand même pas tout à fait toujours les mêmes facilités ou en tout cas ou même parfois on n'ose pas parce qu'en fait aujourd'hui la société elle est faite de telle manière que on le sait, une étude américaine l'avait prouvé, les petites filles arrêtent de rêver d'être astronautes à partir de 6 ans et ça c'est quand même triste parce que à peine elles sont petites, à peine elles prennent conscience en fait que tout ne pourra pas leur être possible. Et donc ça, effectivement, c'est très important que la société en fait évolue dans ce sens-là. Et surtout, je pense du coup que ça doit passer surtout par l'éducation. Et j'ai un super exemple là justement qui se passe juste à côté de moi au collège Elsa Triolet du Mets-sur-Seine où j'habite en Seine-et-Marne. C'est en région parisienne. Tout à fait, c'est en région parisienne à côté de Melun. Et donc dans ce collège, eh bien, il y a toute une équipe de professeurs et avec le proviseur en fait qui organise des ateliers sur l'égalité homme-femme et qui vont faire de la sensibilisation donc dès le collège sur les violences conjugales, sur l'égalité salariale, sur l'égalité sociale. Et je trouve que c'est une super opportunité parce que ça permet vraiment dès le plus jeune âge finalement de comprendre que on est tous ensemble pour faire société, hommes et femmes ou neutres d'ailleurs, enfin voilà, que ce soit des personnes hétéros, LGBT, peu importe, on est tous là dans la société et on devrait tous avoir les mêmes chances et c'est même pas l'égalité qu'il nous faudrait mais c'est l'équité. Est-ce que vous avez Céline Romain, quelques exemples? Vous avez dit avec beaucoup d'humour tout à l'heure je ne serais pas là si j'avais autre chose entre les jambes. Durant votre carrière, voilà, qu'est-ce qui vous a empêché de, par exemple, de gravir les échelons, d'accéder à un poste? Est-ce qu'on vous a dit concrètement, par exemple, que non, tu es une femme, là c'est pas possible, on cherche un homme ou tu n'as pas les mêmes compétences? Ouais, je pense que les personnes ne l'ont pas forcément dit de manière aussi directe, mais effectivement l'impression qu'il y a un plafond de verre qu'on n'arrivera pas à pousser. Ou alors quand j'ai créé ma première entreprise et que j'ai voulu aller la présenter, où on m'a demandé si c'était mon mari le chef d'entreprise et que j'étais sa secrétaire, que je l'aidais. Alors que mon mari à l'époque était fonctionnaire et me laissait faire ma vie bien tranquillement professionnellement. Donc effectivement un manque de reconnaissance, un manque de prise au sérieux en fait. Et ça heureusement ça évolue. Aujourd'hui je suis membre du COMEX 40 du MEDEF. Je suis administratrice du MEDEF de Seine-et-Marne. Donc aujourd'hui, heureusement, ça évolue. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que souvent, on se retrouve face à un plafond de verre, face à un oui, mais tu vas avoir des enfants, donc tu vas prendre du temps, tu seras moins disponible. Et moi, c'est vrai que j'ai 3 enfants et ce soir, je suis de garde en plus parce que justement, mon mari est en réunion. Mais ça fait partie du jeu et quand c'est moi qui dois sortir, et ben c'est mon mari qui s'y colle. Alors, on va faire réagir Luc-Éric Krief et Emmanuel Lafont. Tiens, Luc-Éric Krief sur ce fameux plafond de verre. Alors, je pense que c'est complètement faux. On parle Céline Romain, c'est faux. Voilà, pour moi, c'est franco-français. Et je vais vous dire pourquoi. Quand on regarde la position des femmes aux États-Unis, elles sont devenues de véritables dirigeantes. Je regardais Sheryl Sandberg, qui travaille chez Facebook, mieux payée que Mark Zuckerberg annuellement. C'est la première femme, je crois que elle a été élue première femme ayant le plus de pouvoir au monde. Rappelez-vous de l'ancienne PDG de Hewlett-Packard. Alors, ça n'a peut-être pas connu un bel avenir, Hewlett-Packard, mais c'était une femme. PayPal, une femme. Plein d'entreprises où il y avait des dirigeants de femmes. Je pense qu'à mon avis, si les femmes n'avaient pas ce complexe, voilà,
au risque d'être un peu macho, n'avaient pas le complexe d'infériorité, elles seraient l'égale des hommes, sans problème. Elles ont toutes les capacités intellectuelles pour l'être, et je ne vois pas pourquoi elles feraient un complexe. Je pense que c'est purement franco-français. On a plein d'autres pays où les femmes se réalisent pleinement, et elles sont de véritables chefs d'entreprise. Mais préférer un homme à une femme pour un certain poste, ça c'est concret, elle l'a vécu, mais je crois Céline Romain. Je crois pas. Je crois qu'à la limite, les femmes se mettent la pression parce qu'elles ont la vie de famille, qu'elles se sentent coupables de peut-être pas être de véritables mères, en abandonnant les enfants, parce qu'une carrière, c'est forcément des sacrifices. Une carrière, c'est forcément à un moment donné, moins de temps présent à la maison, et on culpabilise. Et je crois que si on avait peut-être ce sentiment de culpabilité en moins, les femmes seraient intrinsèquement l'égal des hommes au niveau professionnel. Voilà. Parce qu'un homme, vous pensez, ne culpabilise pas quand il s'occupe pas de ses enfants ? Moins. Je suis père de famille, j'ai 4 enfants. Mon épouse s'est occupée des enfants. Elle a passé beaucoup plus de temps que moi. Voilà, et elle a pallié mon absence. Voilà, j'ai l'honnêteté de le reconnaître. Et je pense que si j'avais pas eu la femme que j'ai, j'aurais pas fait la carrière que j'ai. Emmanuel Lafont. Allez-y Céline. Oui, je vous rejoins sur le côté que les femmes se brident, clairement. C'est pour ça que je disais que c'est aussi une question d'éducation et de dire aux filles qu'elles peuvent le faire. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais je trouve votre vision un petit peu paternaliste. Je pense qu'effectivement, il faut malheureusement être une femme pour savoir ce que l'on peut rencontrer comme discrimination dans notre quotidien parfois. Emmanuel Lafont. Alors, je ne suis pas une femme. Ça se voit. Ça tombe bien, ça se voit. Je vous prie de me croire. Alors, plusieurs choses. La première, c'est que je vous rejoins totalement sur le fait que les femmes se brident aujourd'hui. Si on prend les métiers du digital, qui sont le grand avenir, on nous sortait il y a quelques temps, notamment la sécurité informatique. Aujourd'hui, des écoles d'ingénieurs n'arrivent pas à recruter de profils féminins pour les rejoindre. C'est quand même un truc de dingue. C'est-à-dire que c'est pas que les femmes concourent et ratent le concours, c'est qu'il n'y a pas de jeunes femmes qui se présentent au concours. Et là-dessus, il y a un vrai travail à faire au niveau de notre société, c'est faire rêver aussi les femmes à la réussite. Et je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, depuis 2018, les entreprises sont obligées de calculer les critères d'égalité pour les entreprises de plus de 50 salariés. Et si elles n'ont pas 75 points, il faut qu'elles s'améliorent. Sinon, elles se prennent 1% de pénalité au niveau du chiffre d'affaires. Donc, il ne faut pas rigoler avec ça. Ça commence à représenter des sous. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, l'un des plus gros obstacles de la réussite des femmes, c'est juste que dans leur carte mentale, il y a un moment où elles disent non, je ne vais pas oser. Et alors que le mec a tendance à oser et après à réfléchir à la bêtise qu'il a fait, les femmes ont vraiment envie de contrôler et de ne pas prendre de risques. Et on le remarque aussi dans l'entrepreneuriat. Enfin, les patrons, quand ils regardent un CV et qu'ils se disent oh là là, celle-là, elle a 32 ans, 33 ans, elle va tomber enceinte, ça va être compliqué. On leur pose souvent la question est-ce que vous comptez avoir un enfant dans les prochaines années? Est-ce que ça fait partie du projet? Interdit, ça, c'est une réalité. Ça existe. Oui, mais c'est interdit. D'accord, mais ça existe. C'est interdit, mais c'est quelque chose qu'on vit régulièrement. Luc Ericrieff, allez, il reste 30 petites secondes. Non, mais c'est vrai que globalement, on peut se poser la question par rapport à une jeune femme, quel avenir elle va avoir dans l'entreprise et comment on se projette. Parce qu'on a envie de fonctionner avec cette personne-là, qu'il soit homme ou femme, on a envie de bâtir un avenir ensemble. Je vais juste répondre à Emmanuel. Moi, je me rappelle, il y a 40 ans, dans le BTP, il n'y avait pas de femmes. Dans l'automobile, il n'y avait pas de femmes. Aujourd'hui, on trouve des femmes, elles font de très belles carrières, des carrières d'ingénieurs. C'est parce que les femmes s'interdisaient des métiers qui étaient réputés des métiers d'hommes. Voilà, donc c'est ça qui est important. Je pense que si on sortait de ce stéréotype, on aurait une égalité parfaite, une parité exemplaire entre les hommes et les femmes dans les carrières. Voilà, donc mesdames, n'ayez pas peur. Nous vous avons besoin de vous parce que vous apportez un équilibre à la fois familial et professionnel. Donc il ne faut pas vous brider, il ne faut pas rejeter un certain nombre de métiers. Allez-y, on apprécie votre management, on apprécie votre appréciation de l'environnement économique, de l'environnement RH aussi. Voilà, donc on a besoin de vous à tous les niveaux. Il ferait un bon ministre de l'égalité homme-femme, non, vous ne trouvez pas, Luc Ericrieff? Merci à vous, Céline Romain, chef d'entreprise. Vous dirigez une société de portage salarial. Merci d'avoir donné votre avis et surtout de votre témoignage. Merci à vous, Luc Ericrieff, entrepreneur, administrateur du MEDEF Île-de-France. Et puis j'aimerais remercier Emmanuel Lafont, fondateur du cabinet de conseil Sparterage. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Yvan Cugius, le Loft Music.